La rencontre avait eu lieu lors d'une soirée d'avril pluvieuse, 2 mois auparavant. Stan avait mis son ciré, placé son guide des oiseaux et ses jumelles dans un sac imperméable et pris le chemin de Memorial Park. En général, il accompagnait son père, mais ce dernier avait un travail supplémentaire à terminer ce soir-là et avait appelé chez lui à l'heure du dîner pour parler spécialement à Stan. L'un des clients de son agence, également amateur d'oiseaux, avait repéré ce qu'il croyait être un cardinal mâle, buvant au bain pour oiseaux de Memorial Park. Le cardinal est un oiseau qui aime manger, boire et se baigner au crépuscule. Il était très rare de repérer un tel oiseau si loin du Massachusetts. Stan ne pourrait-il pas tenter une observation ? Il savait que le temps était mauvais, mais Stan avait accepté. Sa mère lui avait fait promettre de garder le capuchon de son ciré sur la tête, ce qu'il aurait fait de toute manière. C'était un garçon méticuleux. Il n'y avait jamais besoin de se bagarrer pour lui faire mettre ses caoutchoucs ou ses pantalons matelassés l'hiver. Il parcourut les 2 kilomètres qui le séparaient de Memorial Park sous une pluie qui n'était qu'un crachin, un brouillard qui se déposait. Si les sons étaient ouatés, il y avait néanmoins une certaine excitation dans l'air qui, en dépit des derniers tas de neige en train de fondre sous les buissons et les bosquets, comme des piles de thé d'oreiller crasseuses aux yeux de Stan, était chargé d'un parfum de sève. Les branches des ormes, des chênes et des érables lui paraissaient s'épaissir, silhouettées contre le ciel couleur de plomb. Les bourgeons allaient éclater dans une semaine ou 2 et dérouler leurs feuilles d'un vert délicat, presque transparent. L'air sent la verdure ce soir, pensa-t-il, souriant légèrement. Il marchait rapidement, parce qu'il n'aurait guère plus d'1 heure de jour. Il était aussi méticuleux dans ses observations que dans ses vêtements et ses habitudes de travail, et si jamais la lumière lui faisait défaut pour être sûr à 100%, il ne consignerait pas le passage du cardinal, même si, au fond de lui-même, il était persuadé de l'avoir bien vu. Il coupa Memorial Park en diagonale. Le château d'eau élevait sa masse blanche à sa gauche. À peine lui jeta-t-il un coup d'œil. Le parc formait un rectangle approximatif et en pente. L'herbe, pour l'instant grise et morte, était régulièrement tondue pendant l'été et des massifs de fleurs décoraient les pelouses. On ne trouvait cependant ni terrain de jeu, ni installation sportive. On considérait ce parc comme réservé aux adultes. À l'autre extrémité, la pente s'atténuait avant de plonger brusquement vers Kansas Street et les friches au-delà. Le bassin des oiseaux se trouvait dans cette zone plus plate. C'était une pierre circulaire et peu profonde, montée sur un lourd piédestal en maçonnerie, bien trop grand pour les fonctions qu'il avait à remplir. Stan s'installa sur un banc, prit son guide des oiseaux et examina une dernière fois l'image du cardinal, se familiarisant avec les points d'identification. Il serait difficile de confondre un mâle avec une autre espèce. Il était aussi rouge qu'une voiture de pompier, quoique nettement moins imposant. Mais Stan était un être d'habitude et de convention. Celle-ci le rassurait et renforçait ses sentiments d'appartenance à un endroit et au monde. Il consacra donc 3 bonnes minutes à l'image avant de refermer l'ouvrage dont les feuilles se cornaient sous l'effet de l'humidité et de le ranger. Puis il sortit les jumelles de leur étui et les porta aux yeux, bien qu'il n'y eût nul besoin de les régler. La dernière fois qu'il les avait utilisées, c'était exactement au même endroit. Méticuleux et patient. Il ne tambourinait pas des doigts. Il ne se levait pas pour faire quelques pas. Il ne tournait pas les jumelles dans toutes les directions, au cas où il y aurait autre chose à voir. Il restait tranquillement assis, les oculaires ne déviant pas d'1 pouce du bain pour oiseaux, tandis que la brume se rassemblait en grosses gouttes sur son ciré. Il ne s'ennuyait pas. Il observait l'équivalent aviaire d'un congrès. 4 moineaux bruns vinrent s'ébrouer quelque temps, plongeant le bec dans l'eau et s'aspergeant de gouttelettes, puis arriva un geai bleu, comme un flic débusquant un complot de pilleurs. Le geai était grand comme une maison dans les jumelles de Stan, et ses cris, en comparaison, paraissaient absurdement faibles. Au bout d'un moment, on oubliait la distance à laquelle on se trouvait réellement. Les moineaux vidèrent les lieux. Le geai, seul maître à bord, pataugea, s'ébroua, en eut assez et s'envola à son tour. Les moineaux rappliquèrent, mais battirent de nouveau en retraite à l'arrivée de 2 rouges-gorges qui naviguèrent dans le bassin en discutant, pourquoi pas, d'affaires importantes aux yeux de la société des eaux creux. Mr. Uris avait ri quand Stan avait émis en hésitant l'hypothèse que les oiseaux parlaient. Stan ne doutait pas que son père eût raison lorsqu'il évoquait leur cerveau réduit, mais bon sang, ils avaient vraiment l'air de se parler. Un autre oiseau se joignit au rouge-gorge. Il était rouge. Stan joua un instant avec le réglage de ses jumelles. Était-ce... Non. Il s'agissait d'un tangara rouge, un bel oiseau, mais pas le cardinal qui l'attendait.
Puis arriva un colapte doré, visiteur assidu du bain pour oiseaux de Memorial Park, que Stan reconnut à son aile droite abîmée. Comme toujours, il se demanda de quel accident il avait pu être victime. Une rencontre avec un chat sauvage semblait l'explication la plus probable. D'autres oiseaux vinrent et repartirent. Stan observa un ménate, aussi maladroit et moche qu'un fourgon, un rouge-gorge bleu, un autre colapte doré. Il fut finalement récompensé par un nouvel oiseau, non pas le cardinal, mais un carouge, énorme et l'air idiot. Il laissa retomber ses jumelles et chercha hâtivement son guide, avec l'espoir que l'oiseau resterait assez longtemps pour confirmer l'observation. Au moins aurait-il quelque chose à ramener à son père. De plus, il était temps de partir, l'obscurité grandissait et le froid humide le pénétrait. Il consulta le livre et reprit les jumelles. L'oiseau était toujours là, immobile sur le bord du bain, l'air idiot. C'était un carouge, il en était à peu près certain. Sans marque distinctive repérable à cette distance et du fait de la lumière déclinante, il était difficile d'être sûr à 100%. Stan examina de nouveau l'image du livre, sourcils froncés, mais à peine portait-il les jumelles à ses yeux qu'un grand bruit creux et prolongé effraya le carouge, qui s'envola. Stan essaya de le suivre, sachant que ses chances étaient minces. Il le perdit et émit un sifflement de dépit entre ses dents. Étant venu une fois, il viendrait peut-être une deuxième. Et ce n'était qu'un carouge après tout, et non un aigle doré ou un pingouin. Stan rangea les jumelles et le guide, puis se leva, regardant autour de lui pour voir ce qui avait pu être responsable de ce tapage soudain. Il ne s'agissait ni d'une détonation, ni d'une pétarade de moteur, plutôt d'une lourde porte se refermant, comme dans les films de châteaux hantés, y compris avec un écho se démultipliant. Il ne vit rien. Il partit en direction de Kansas Street. Le château d'eau s'élevait maintenant à sa droite, cylindre de craie fantomatique dans la brume et le crépuscule grandissant. On aurait presque dit qu'il flottait. C'était une idée bizarre. Elle était forcément de lui, se dit-il, mais elle avait quelque chose d'étranger. Il étudia plus attentivement le château d'eau et obliqua dans sa direction sans même y penser. À intervalles réguliers, des fenêtres s'ouvraient dans le bâtiment, leur succession dessinant une spirale, trou noir faisant penser à des yeux sous le gonflement d'un sourcil de bardeau blanc. « Me demande comment ils ont fait ça, » pensa Stan. C'est à ce moment-là qu'il remarqua une tache d'ombre nettement plus grande à la base de l'édifice circulaire. Une porte. Le bruit que j'ai entendu, c'était la porte. Il regarda autour de lui, dans ce crépuscule précoce et triste. Le ciel plombé prenait des nuances violettes et la brume s'épaississait pour donner la pluie qui tomberait pendant toute la nuit. Le crépuscule, la brume, et pas le moindre vent. Il fallait donc que quelqu'un l'ait ouverte, mais qui donc? Et pourquoi? En plus, cette porte avait l'air bien trop lourde pour pouvoir être lancée violemment et produire un bruit aussi puissant. Quelqu'un de particulièrement fort, peut-être. Sa curiosité piquée, Stan alla voir de plus près. La porte était encore plus imposante que ce qu'il avait tout d'abord cru, notamment par son épaisseur. Les planches étaient reliées entre elles par des bandes de laiton. Stan la fit pivoter en position entr'ouverte. Elle se déplaça en douceur et facilement, en dépit de ses proportions, et sans un seul grincement. Il ne vit aucune trace des dommages qu'elle aurait pu causer en s'ouvrant aussi brutalement. Mystèreville, comme aurait dit Ritchie. Eh bien, ce n'est pas la porte que j'ai entendue, c'est tout. Peut-être un avion à réaction de la base de Loring qui est passé au-dessus de Derry. La porte devait déjà être grande ouverte et son pied heurta quelque chose. Stan baissa les yeux et vit une serrure, ou plutôt ce qu'il en restait. On aurait dit que quelqu'un avait versé de la poudre dans le trou de la clé et mis le feu. Une fleur de métal, aux arêtes comme des rasoirs, s'ouvrait, pétrifiée, au centre de la serrure. L'épais moraillon ne tenait plus que par un boulon, aux 3/4 arraché, les 4 autres gisants dispersés sur l'herbe mouillée. Ils étaient tordus comme des bretzels. Sourcils froncés, Stan rouvrit la porte et regarda à l'intérieur. Un escalier étroit montait en colimaçon, se perdant dans la pénombre. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» demanda Stan. Pas de réponse. Il hésita, puis avança de manière à mieux voir l'étroite cage d'escalier. Rien. C'était Trouilleville ici, comme aurait aussi dit Ritchie. Il se tourna pour partir et entendit de la musique. Un son lointain mais immédiatement reconnaissable, de la musique d'orgue de barbarie.
Il redressa la tête, l'oreille tendue tandis que se dissipait son froncement de sourcils. De l'orgue de Barbarie, la musique des carnavals et des fêtes foraines. Elle évoquait des souvenirs aussi délicieux qu'éphémères. Pop-corn, barbe à papa, beignets grésillant dans l'huile bouillante, cliquetis des manèges entraînés par des chaînes. Son visage esquissait un sourire maintenant. Il mit un pied sur la première marche, l'autre sur la deuxième, la tête toujours tournée vers le haut. Puis il s'arrêta. On aurait dit que penser à la fête suffisait à en créer une bien réelle. Il sentait vraiment le pop-corn, la barbe à papa, les beignets, mais aussi le piment, le chili dogs, le tabac et la sciure, et l'odeur piquante du vinaigre blanc, comme celui qu'on verse sur les frites par le petit trou de la bouteille, celle de la moutarde, d'un jaune éclatant et irritant le nez, que l'on étend sur les hot dogs avec une spatule de bois. C'était stupéfiant, incroyable, irrésistible. Il monta une nouvelle marche, et c'est alors qu'il entendit le bruit de frottement de pas descendant l'escalier au-dessus de lui d'une allure précipitée. L'orgue de Barbarie jouait maintenant plus fort, comme pour dissimuler les bruits de pas. Il reconnut même l'air, c'était Campton Races. Des bruits de pas, oui, mais qui ne produisaient pas exactement un frottement. On aurait dit plutôt qu'il faisait gicler un liquide, comme si ceux qui descendaient marchaient dans des caoutchoucs pleins d'eau. Stan vit alors des ombres s'agiter sur le mur au-dessus de lui. Une terreur soudaine le saisit à la gorge, comme s'il venait d'avaler quelque chose d'horrible et de brûlant à la fois, un remède qui vous secouait comme une décharge électrique. Tel fut l'effet de ces ombres. Il ne les aperçut qu'un instant, un très bref instant, pendant lequel il vit qu'elles étaient deux, bossues et avaient quelque chose d'anormal. Un très bref instant car les ténèbres gagnaient beaucoup trop vite, et quand il se retourna, la lourde porte du château d'eau se referma pesamment. Stanley bondit dans l'escalier, saisi d'effroi maintenant. Il avait monté une douzaine de marches, alors qu'il ne se souvenait que des 2 ou 3 premières. Il faisait trop noir. Impossible de distinguer quoi que ce fût. Il entendait sa propre respiration, il entendait l'orgue qui moulinait sa musique au-dessus de lui, il entendait les bruits de pas mouillés qui, à présent, se rapprochaient de lui. Il heurta la porte de ses 2 mains tendues, assez violemment pour qu'un picotement douloureux lui remontât les 2 bras jusqu'au coude. Elle avait pivoté si facilement auparavant, et voici qu'elle ne voulait plus bouger. Non, c'était inexact. Elle avait tout d'abord bougé un peu, suffisamment pour lui permettre d'apercevoir, dérisoire, une ligne de lumière grise courant verticalement sur le côté gauche. Haletant, terrifié, Stan pesa sur la porte de toute sa force. Les bandes de laiton lui pénétraient dans les mains. Rien. Il fit demi-tour et s'adossa à la porte, bras écartés. Une sueur épaisse et chaude lui coulait du front. La musique de l'orgue de Barbarie se faisait encore plus tonitruante et se répercutait en écho dans l'escalier en spirale. Mais elle n'avait plus rien de joyeux, elle s'était transformée en un chant funèbre, elle gémissait comme les eaux et le vent, et Stan imagina alors une foire à la fin de l'automne, où les rafales chargées de pluie balaient une esplanade désertée, tandis que claquent les oriflammes et que les toiles des tentes se gonflent et retombent, battant comme des ailes de chauve-souris. Il vit des manèges vides, échafaudages tendus vers le ciel aux angles étranges, desquels la bise gémissait et ululait. Il comprit soudain que la mort hantait cet endroit, qu'elle venait vers lui des ténèbres et qu'il ne pouvait pas s'enfuir. De l'eau se mit tout à coup à cascader sur les marches. Ce n'était plus l'odeur du pop-corn, des beignets et de la barbe à papa qui parvenait à ses narines maintenant, mais la puanteur de la putréfaction, l'infection d'une viande pourrie sur laquelle grouillent les vers dans un coin loin du soleil. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix aiguë et tremblante. Lui répondit une voix sans force, dont les balbutiements évoquaient une bouche remplie de boue et d'eau croupie. « Les morts, Stanley. Nous sommes les morts. Nous avons coulé, mais maintenant nous flottons. Et tu vas flotter toi aussi. » Il sentait l'eau monter à ses pieds. Il se recroquevilla contre la porte, fou de terreur. Ils étaient maintenant très près de lui. Il éprouvait physiquement leur proximité. Leur odeur le submergeait. Quelque chose s'accrocha à sa hanche, tandis qu'il heurtait la porte à coups redoublés, dans un effort absurde et inutile pour s'enfuir.
Nous sommes morts. Mais parfois nous nous amusons à faire les clowns, Stanley. Parfois nous... Son guide des oiseaux. Sans réfléchir, Stan le saisit. Il était glissé dans la poche imperméable et ne voulait pas en sortir. L'un d'eux était en bas. On entendait son pas traînant sur la dalle qui précédait l'escalier. Il allait le rejoindre dans un instant et il sentirait sa chair glacée. Il tira violemment et le livre se retrouva dans ses mains. Il le tint devant lui comme un bouclier dérisoire, sans penser à ce qu'il faisait, soudain pris de la certitude qu'il avait raison. « Rouge-gorge !» cria-t-il dans l'obscurité. Et pendant un instant, la chose qui approchait, et qui était maintenant à moins de 5 pas de lui certainement, hésita. Il en fut pratiquement sûr. N'avait-il pas aussi senti la porte commencer à céder légèrement sous son poids ? Mais il n'était plus recroquevillé contre elle, il se tenait debout, droit dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'était passé ? Pas le temps d'y attarder. Stan passa la langue sur ses lèvres sèches et commença à réciter « Rouge-gorge, aigrette grise, grèbe huppée, tangara rouge, ménate, pivert à tête rouge, mésange, troglodyte, péli... » La porte s'ouvrit avec un grincement de protestation et d'une enjambée géante, Stan se retrouva dans l'air embrumé. Il s'étala dans l'herbe mouillée, le guide à moitié plié à côté de lui. Plus tard, dans la soirée, il découvrirait la marque de ses doigts, profondément imprimée dans la couverture, comme si elle avait été en pâte à modeler et non en carton rigide. Il n'essaya pas de se relever tout de suite, mais partit à reculons en poussant des talons dans l'herbe, où ses fesses laissèrent un sillon. Un rictus lui tendait les lèvres et découvrait ses dents. Dans l'encadrement sombre de la porte, il devinait 2 paires de jambes vêtues de jeans en lambeaux, pourries et violacées. Des fils orange pendaient des coutures et de l'eau en coulait, formant des flaques autour de chaussures tellement trouées et déchirées que l'on voyait des orteils gonflés et mauves à l'intérieur. Les mains tombaient mollement, trop longues, d'un blanc trop cireux. À chaque doigt se trouvait fixé un pompon orange. Tenant son guide des oiseaux devant lui, le visage barbouillé de crachin, de larmes et de sueur, Stan reprit sa mélopée enrouée. « Gros bec, oiseau-mouche, albatros, kiwi !» L'une de ses mains se retourna, exhibant une paume où l'eau avait fini par gommer toutes les lignes, la laissant aussi bêtement lisse que celle d'un mannequin dans une vitrine. Un doigt se déplia et se replia. Le pompon dansait au bout de ce doigt. Il lui faisait signe. Stan Uris, qui allait mourir 27 ans plus tard dans sa baignoire, les poignets entaillés en croix, se mit sur les genoux puis sur ses pieds et courut. Il traversa Kansas Street sans même faire attention à la circulation et ne s'arrêta que de l'autre côté, haletant pour regarder derrière lui. D'où il était, il ne pouvait voir la porte à la base du château d'eau, seulement l'édifice lui-même, lourd et cependant gracieux, se dressant dans le brouillard. « Ils étaient morts », murmura Stan pour lui-même, encore sous le choc. Puis il se détourna et partit vers la maison en courant.